Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer qu'en fait, le modèle néoclassique du marché du travail ne fonctionne pas véritablement dans le monde réel. Alors, en fait, on a dit que le modèle néoclassique, c'était un modèle qui reposait sur des hypothèses. Si on les adapte à la réalité, on va voir que c'est un petit peu problématique. Bon, le travail est une marchandise comme les autres, évidemment. Les ménages sont les offreurs de travail, les demandeurs de travail sont les entreprises. Ça ne pose pas de problème. Le marché du travail est supposé en concurrence pure et parfaite. À partir de là, effectivement, ça suppose que 5 hypothèses soient validées. L'hypothèse d'atomicité. Dans les faits, on n'aura par exemple pas nécessairement un très grand nombre d'offreurs sur le marché du travail. On peut avoir effectivement des tensions quelquefois, des entreprises qui recherchent des profils très très particuliers, et il n'y aura que quelques offreurs qui correspondront en fait aux attentes des entreprises. Donc dans ce cas-là, ils seront en position de force. On voit bien que l'atomicité ne sera pas nécessairement validée. L'homogénéité, dans la réalité, tous les travailleurs n'ont pas les mêmes compétences, n'ont pas les mêmes qualifications, tous les contrats de travail ne sont pas identiques, bien évidemment, on a des CDI, des CDT, de l'intérim, etc. Donc on peut considérer que l'homogénéité est également remise en cause. La condition de transparence suppose que, par exemple, les offreurs de travail, donc les ménages, connaissent parfaitement les caractéristiques de tous les emplois qui sont proposés, ça semble quand même peu probable. Ça suppose par exemple également que les entreprises connaissent parfaitement les caractéristiques des offreurs de travail, donc elles connaissent leur motivation, leur implication, leur honnêteté. Bon, dans les faits, c'est en fait un problème d'asymétrie d'information, c'est quelque chose que seuls les offreurs de travail en fait possèdent en termes d'information. Bon, la condition de libre entrée, libre sortie, on peut considérer qu'elle est validée. Si un travailleur n'a pas envie de travailler, on ne va pas le forcer. Si une entreprise n'a pas envie d'embaucher, on ne va pas la forcer non plus. La mobilité des facteurs de production, ça supposerait que quelqu'un qui habite Marseille accepte de travailler à Lille, et inversement, dans la réalité, ça ne fonctionne pas toujours ainsi en fait. Donc on voit bien qu'il est très facile de réfuter un certain nombre d'hypothèses en fait sur lesquelles repose l'analyse néoclassique. Alors on suppose pareil que les agents économiques sont rationnels, autrement dit ils veulent maximiser leur satisfaction, pour les ménages l'utilité, pour les entreprises le bénéfice. C'est pas nécessairement vrai, on sait que en économie, des travaux récents ont montré que la rationalité des agents économiques était limitée. Ils sont également en partie guidés par exemple par leurs émotions. Alors, concernant la flexibilité des prix, ça suppose qu'ils peuvent varier à la hausse, bon, ça généralement c'est pas trop un problème, mais qu'ils peuvent varier à la baisse, donc autrement dit qu'il n'y a pas de salaire minimum, donc en France le SMIC, bien évidemment c'est faux, puisque un employeur ne peut pas payer quelqu'un en dessous du SMIC, sauf cas très particulier. Le marché est autorégulé, oui, dans la théorie évidemment, dans la réalité les pouvoirs publics interviennent de différentes manières, que ce soit par exemple par la fixation d'un salaire minimum, que ce soit par le droit du travail, que ce soit par les conditions d'embauche, de licenciement, donc on n'est pas du tout en présence d'un marché qui fonctionne tout seul. Alors si on rentre dans le détail, on va plus précisément en fait étudier deux hypothèses de l'analyse néoclassique et voir en quoi on peut facilement les réfuter. Alors commençons par l'hypothèse d'homogénéité. Donc le marché du travail en soi déjà n'est pas homogène. Dire que le marché du travail n'est pas homogène, en fait est homogène, pardon, revient à dire que tous les contrats de travail sont identiques et qu'il n'existe qu'un seul marché du travail, ce qui bien évidemment est faux. Dans la réalité, il existe une pluralité de marchés du travail. Alors si on s'en tient plus spécifiquement à la théorie du dualisme de Pierre et de Ringer, en fait ils exposent tout simplement la chose suivante. Ils considèrent que le marché du travail est divisé en deux grandes parties. D'un côté, on va distinguer le marché primaire, d'un autre, le marché secondaire. Sur le marché primaire, on aura les salariés qui sont en CDI, qui se caractérisent donc par une stabilité de leur emploi, par opposition aux salariés qui sont en CDD, en intérim, qui effectuent des stages, des contrats aidés, bon, etc., etc., qui, eux, bien évidemment, occupent des emplois qui sont instables. Instables parce qu'ils sont limités dans le temps. Ils vont durer quelques mois, quelques trimestres, 18 mois par exemple, au terme de quoi, effectivement, bien évidemment, le contrat s'arrête, il faudra chercher à nouveau autre chose. Sur le marché primaire, les salariés sont bien rémunérés par opposition au marché secondaire, bien évidemment, où ils le seront moindrement, même s'ils ont, par exemple, en fin de contrat, une prime de précarité. Globalement, leur salaire sera moindre que quelqu'un qui est depuis 15 ans dans la même entreprise et qui a pu, bien évidemment, bénéficier d'une progression salariale.
Ce qui fait justement que sur le marché primaire, les salariés ont une perspective de carrière, hein. Ils peuvent anticiper, ils peuvent se projeter en fait dans le futur et se dire qu'ils vont pouvoir évoluer, gravir les échelons dans la hiérarchie de l'entreprise, par opposition au marché secondaire. Quand vous êtes en CDD ou en intérim, vous faites vos quelques jours, semaines, mois, trimestres dans une entreprise, mais vous savez très bien que de toute façon, vous n'allez pas gravir les échelons dans cette entreprise. Vous allez faire la tâche qu'on vous a confiée, au terme du contrat, vous partez, point final. Sur le marché primaire, les conditions de travail, bien évidemment, sont plutôt satisfaisantes, hein. Inversement, sur le marché secondaire, c'est vrai que l'instabilité des emplois peut dans certains cas renforcer la pénibilité, hein. Rester dans une entreprise quelques jours, quelques semaines, ça suppose de la flexibilité, ça suppose être capable de s'adapter, ça suppose des conditions de travail qui peuvent être très différents de l'emploi qu'on a occupé précédemment. Donc c'est vrai que ça suppose toujours en fait une remise en question, une adaptation au niveau des travailleurs qui n'est pas toujours facile à gérer, hein. Sur le marché primaire, les emplois sont bien défendus par les syndicats, hein, qui vont revendiquer justement par exemple des hausses de salaire ou des revalorisations en termes de statut. Bien évidemment, les syndicats s'impliquent beaucoup moins pour les individus qui sont sur le marché secondaire dans une situation d'instabilité professionnelle. Alors le marché primaire, hein, donc salarié, CDI, stable, salarié bien rémunéré, perspective de carrière, etc., etc. En fait, c'est ce qu'on appelait la norme de l'emploi, la norme d'emploi. Et c'était la norme d'emploi que l'on observait le plus souvent durant les 30 Glorieuses, en référence à l'ouvrage de Fourastier, donc on va dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 70, hein, être en CDI, temps plein, bien payé, de bonnes conditions de travail, un salaire qui augmente en continu, grosso modo, tout le monde était dans cette situation. Alors que sur le marché secondaire, c'est plutôt la norme d'emploi, alors non pas elle qui est la plus répandue, non, c'est toujours le CDI bien évidemment, mais c'est plutôt la norme d'emploi qui se développe le plus rapidement durant les 30 piteuses, donc en référence à Nicolas Bavray cette fois-ci. Donc les 30 piteuses, grosso modo, c'est les années 70 jusqu'à la fin des années 90, début 2000. Et de nos jours même, hein, autrement dit, de nos jours, la majorité, enfin oui, la grande partie, une très grande partie des emplois qui va être créée, sera constituée d'emplois instables, type CDD, intérim, etc. Alors, le facteur travail en lui-même également n'est pas homogène. La condition d'homogénéité, donc, elle souligne que les travailleurs doivent avoir le même profil, les mêmes compétences, donc autrement dit des qualifications identiques, afin que seul le salaire entre en ligne de compte dans l'embauche. Dans les faits, bien évidemment, tous les travailleurs n'ont pas les mêmes compétences. Alors afin justement de le montrer, nous allons mettre en évidence la théorie du capital humain, donc de Lucas et Becker. Alors la notion de capital humain, c'est quoi? C'est tout simplement en fait le capital humain, c'est le stock de connaissances qui va pouvoir être valorisable économiquement et qui fait partie des individus. C'est ce qui va leur permettre justement, grâce à leur savoir, leur savoir-faire, de pouvoir être embauchés par l'entreprise et avoir un niveau de productivité minimal. Lucas va d'ailleurs distinguer en fait le capital humain qui est volontaire, donc c'est le schooling, par exemple, au niveau de la formation initiale, les diplômes accumulés par les individus, et le capital humain qui est involontaire, learning by doing, autrement dit, c'est simplement le fruit de l'expérience. Alors en fait, le facteur travail n'est pas homogène, pour la simple et bonne raison que tous les salariés n'ont pas la même qualification, tous les salariés n'ont pas la même expérience qui peut être accumulée dans le temps, tous les salariés n'ont pas nécessairement la même volonté, la même implication, la même motivation. Tous les salariés n'ont pas le même rapport à autrui. Il faut oublier que quand on travaille dans une entreprise, on n'est pas tout seul dans son coin. Très souvent, bien évidemment, il y a un travail collectif, il y a un travail en équipe, on travaille avec des collaborateurs, et donc la dimension relationnelle est extrêmement importante, et bien évidemment va varier d'un individu à un autre. Bon, après, il y a également d'autres raisons pour lesquelles le facteur travail n'est pas homogène, ça peut être l'honnêteté ou autre chose. Donc finalement, plus le stock de capital humain d'un travailleur est élevé, plus il sera productif, et plus son salaire sera important. On voit bien que le salaire ici n'est pas spécifiquement déterminé par la confrontation de l'offre de travail et de la demande de travail, mais qu'il va découler donc du stock de capital humain possédé par l'individu. Alors si on étudie cette fois-ci une deuxième hypothèse du modèle néoclassique sur le marché du travail, donc la condition de transparence. La condition de transparence, on va voir qu'elle n'est pas respectée non plus. La condition de transparence, c'est quoi? Donc transparence, c'est l'information en économie. En fait, la transparence suppose que toutes les informations sur le marché du travail soient libres, totales, gratuites. Ça veut dire que tout le monde y a accès, gratuitement, sans délai, sans coût. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas. À titre d'exemple, on prend la théorie du salaire d'efficience, qui a été développée, alors que ce soit à Karloff, Yellen, complétée par Stiglitz et compagnie.
Alors en fait, la théorie du salaire d'efficience, elle remet en cause la condition de transparence en introduisant un concept économique que l'on appelle l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, simplement le fait que lorsque vous avez en fait deux agents économiques qui sont l'un en face de l'autre, ils ne possèdent pas les mêmes informations. L'un va posséder des informations que l'autre n'a pas. Imaginez quelqu'un vend une voiture, donc le vendeur saura quels sont les problèmes de sa voiture, bien évidemment il peut les dissimuler, l'acheteur, lui, ne verra que ce que le vendeur veut bien lui montrer et il n'entendra que ce qu'il veut bien lui dire. Donc on voit bien qu'il ne possède pas la même quantité d'informations. Techniquement, on appelle ça une asymétrie d'informations. Et bien en fait, que ce soit Karloff et Alan Stiglitz, ils considèrent que sur le marché du travail, c'est la même chose. Autrement dit, les deux parties, offreurs de travail, demandeurs de travail, n'ont pas la même quantité d'informations à leur disposition. Et ici, c'est l'offreur de travail qui va être en position de force. Alors en fait, il y a un double problème dans la symétrie d'information. Tout d'abord, on a ce que l'on appelle techniquement un problème de sélection adverse. En fait, au moment d'embaucher un nouveau salarié, l'employeur n'a aucune certitude sur son degré d'implication, motivation, donc en fait sur sa productivité. Quand vous êtes le recruteur que vous avez en face de vous, la personne que vous envisagez d'embaucher, vous lui posez des questions, vous avez son CV, ses expériences, son niveau de qualification, ok, mais bon, elle va vous dire qu'elle va être super motivée, évidemment très impliquée, qu'elle va être à 200% dans l'entreprise, et c'est ce qu'elle dit. Dans les faits, qu'en sera-t-il? Alors en fait, la théorie du salaire d'efficience nous montre que il va falloir fixer un niveau de salaire qui sera supérieur au niveau de salaire, en fait, d'équilibre sur le marché du travail. Pourquoi fixer un niveau de salaire supérieur? Pour la simple et bonne raison que on part du principe que si le taux de salaire proposé aux offreurs de travail est plus élevé que le taux de salaire d'équilibre, cela va permettre d'attirer en fait les travailleurs les plus productifs, les plus motivés, les plus sérieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un certain niveau de qualification, que vous savez vous-même, donc vous avez un niveau de qualification, vous savez que vous êtes un travailleur performant, impliqué, motivé, etc. Si on vous propose 1200 € par mois, vous n'allez même pas postuler, vous allez directement refuser. Donc en fait, vous allez avoir une exigence minimale au niveau du salaire, ce qu'on appelle en termes techniques le salaire de réservation. Donc si vous avez des compétences, qu'en plus vous êtes hyper productif, travailleur sérieux, motivé, etc., vous allez vous dire par exemple, moi je travaillerai pas en dessous de 2000-2500 €. Donc si vous voyez une entreprise qui vous propose 2000-2500 €, là vous allez postuler. Si vous en voyez une autre qui propose 1000-1500 €, là vous ne postulerez pas. Donc finalement, l'entreprise va partir du principe que vous avez exactement le raisonnement que je viens d'effectuer. En proposant un niveau de salaire plus élevé que celui que l'on a à l'équilibre, elle se dit qu'elle va attirer les meilleurs profils. Donc que logiquement, il devrait y avoir une bonne productivité. Ça, c'est au moment de l'embauche. Après, quand l'individu est dans l'entreprise, on a un problème d'aléa moral. Aléa moral, c'est quoi? C'est que simplement, une fois que le travailleur est embauché, l'employeur ne sait pas s'il va pleinement s'impliquer dans l'entreprise. Ce qu'on appelle le problème du tir au flanc, en fait. Donc, l'entreprise a également encore une nouvelle fois tout intérêt à proposer un salaire au-dessus du salaire d'équilibre pour inciter les travailleurs à être le plus productifs possible. Parce que s'ils sont bien payés, ils vont se dire bah ok, c'est génial, je suis bien payé, donc moi je vais être le plus productif possible pour rester dans cette entreprise. Parce que si jamais je suis pas assez productif, l'entreprise va me licencier, j'irai travailler ailleurs, mais ailleurs je serai moins bien payé. Donc c'est un moyen de fidéliser les travailleurs et de les inciter à être le plus productif possible une fois qu'ils sont dans l'entreprise. Et la condition de transparence, évidemment, suppose également que toutes les informations sur le marché du travail soient libres, totales, gratuites, mais la théorie du job search de Stigler remet cela en cause, elle remet en fait notamment en cause la notion de gratuité. Elle part du principe que la recherche d'informations, notamment du côté de l'offreur du travail, a un coût. En fait, le chômage, c'est une sorte d'investissement qui permet aux individus de collecter un maximum d'informations. Plus un individu va prendre son temps pour trouver un job, et plus il va se dire, bah, je vais vraiment trouver un job qui va me convenir, qui sera bien payé, un bon statut, qui correspondra à ce que j'aime en fait. Donc, il faut que je prenne mon temps pour chercher, pas que je me précipite sur la première proposition qu'on va me donner, parce que là, c'est pas sûr finalement que ça me convienne. Le problème, c'est que dans ce modèle, l'information a un double coût. Alors normalement, n'oubliez pas, elle est censée être gratuite. Il y a un coût temporel, c'est le temps passé à chercher un emploi, et plus on passe du temps à chercher un emploi, et finalement moins on a de chances de se faire embaucher. Quand vous allez voir un employeur et que vous lui dites que vous êtes depuis 6 ans au chômage, logiquement il va pas vous sourire. Et deuxièmement, il y a un coût monétaire.
Autrement dit, plus on cherche du travail pendant longtemps, et finalement, moins on aura d'argent pendant ce laps de temps.